Mesdames et messieurs, nous sommes une fois de plus avec vous sur Gay l'Afrique Télévision et là c'est toujours l'actualité qui nous intéresse. La situation sécuritaire dans l'est du pays, une fois de plus, avec le déploiement des troupes de la MONUSCO dans la région de Beni. Alors, vous savez, la MONUSCO qui est en plein retrait progressif en République démocratique du Congo, mais tous ces déploiements laisse aussi poser beaucoup de questions et c'est le cas dans cette émission Sirgel Afrique Télévision. Vous l'avez déjà remarqué, nous sommes avec Christophe Mouissa, jeune activiste ici en ville de Goma. Il est aussi panafricain. Nous allons donc trouver des solutions. Il va donner son point de vue, bien sûr, par rapport à ces déploiements des troupes de la MONUSCO. Est-ce opportun, mesdames et messieurs, c'est à lui de nous le dire. Christophe, c'est un plaisir d'être avec vous sur Sirgel Afrique. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci également à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent sur Sirgel Afrique et surtout à tous les amis qui sont derrière la caméra. Vous allez bien, j'espère. Bon, nous allons bien par la grâce de Dieu et surtout par rapport à la situation sécuritaire. Effectivement, nous pouvons dire que lorsque vous vous réveillez dans la région de Kivu, il faut effectivement glorifier l'Éternel parce qu'il y a de fortes tensions, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à tout moment. Et du coup, nous disons quand même de la façon dont nous nous réveillons, malgré quelques poches d'insécurité, nous tenons à remercier le Seigneur. Des troupes supplémentaires de la MONUSCO à Beni, ça vous inspire quoi? Bon, il faut dire que nous sommes en train d'analyser cette façon à 2 ou 3 volets. Oui. D'abord, c'est les volets diplomatiques, où nous continuons à penser que la force de l'impérialisme occidental continue à peser sur les différentes institutions en Afrique et dans le reste du monde. Et du coup, ils arrivent jusqu'à imposer certains dirigeants ce qu'ils doivent faire par rapport à leur souveraineté nationale. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement en soi est-ce qu'il se retrouverait aujourd'hui dans une difficulté des hommes, des troupes? Est-ce qu'ils sont dans une difficulté stratégique où effectivement ils sont obligés de pouvoir bénéficier de la présence de la MONUSCO ici avant son départ? Parce que dans tous les cas, nous n'avons jamais compris et c'est une question que nous continuons à poser à nos institutions. Est-ce que les FARDC aujourd'hui ne sont pas capables de gagner à eux seuls la guerre parce que nous les voyons non seulement avec les opérations de la MONUSCO, à l'époque c'était l'opération Springbok. Oui. Jusque-là, on ne connaît pas la suite. On ne connaît pas la suite. Oui. Avec la mission de protéger la ville de Goma et la cité de Sake. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas où est-ce que nous en sommes. Aujourd'hui, c'est le nouveau déploiement dans la région de Beni. On ne sait pas pour quel d'ici, alors que dans cette région, il y a les UPDF avec la mutualisation des forces, il y a des FARDC et il y a aussi les Ouazalais. Ne pensez-vous pas que c'est par rapport à la demande du gouvernement congolais de bénéficier encore une fois de la présence de la MONUSCO, surtout avec la logistique, pour arriver aussi à résister ou disons à stopper l'avancée des M23 qui sont là. Au niveau des Beni, les EDF sont toujours là, jusqu'au dans la province de l'Ituri. Ce sont en fait les analyses que j'ai commencé déjà à avancer. Est-ce que le gouvernement congolais veut à tout prix bénéficier encore une nouvelle fois de plus de la présence de la MONUSCO dans la sous-région? Si tel est le cas, de quelle manière? De quelle manière? Là, je me dis, comme on n'a pas par exemple le problème des effectifs, comme on n'a pas par exemple le problème logistique, en quoi est-ce que la MONUSCO pourrait nous être encore utile? Moi, je pense que ça pourrait être beaucoup plus en termes de mobilité, pour l'évacuation et l'expertise par rapport, par exemple, aux soins ou aux médecins soignants dans les zones opérationnelles. Ça pourrait être également dans le cadre des renseignements avec cette haute technologie aujourd'hui sur le plan numérique. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que la MONUSCO devrait nous aider. Mais les intégrer dans les opérations militaires, dans l'exécution même de la guerre, moi, je trouve que ça sera... C'est une erreur de trop aujourd'hui, commise encore une nouvelle fois par les institutions de notre pays, parce que dans cette zone, nous avons déjà les UPDF, nous avons déjà les FARDC, nous avons les Ouazalendou, et malheureusement, on y ajoute encore la MONUSCO. Oui, ça devient qui sera en train de contrôler très militarisé. Quel sera le nœud de l'opération qu'ils vont mener conjointement? Est-ce que ça sera de manière séparée ou de manière commune? On ne sait pas jusque-là, et du coup, nous pensons que cette guerre continue à être de plus en plus un business et qui dépasserait malheureusement l'entendement de nos autorités. Et cela n'inspire aucune confiance et aucune garantie de sécurité pour nos compatriotes. Donc, toutes ces différentes couches de la société civile qui ont manifesté, demandant le départ de la MONUSCO, aujourd'hui, on peut dire la République démocratique du Congo
n'est pas prête à vivre l'après-MONUSCO? Non, la RDC avait existé avant la MONUSCO. Oui. La RDC existe avec la MONUSCO et la RDC existera avec la MONUSCO. Mais l'essentiel ici, c'est de se poser des questions. Comment d'abord nous pouvons nous organiser entre nous? Parce que même la présence de la MONUSCO ici est expliquée par le fait que le Congo n'est pas un pays isolé. Nous sommes un pays qui faisons partie des concerts des nations avec les relations régionales, sous-régionales et même internationales avec les autres États. Et au nom de cette solidarité entre les États ou entre les organisations, nous sommes en droit également de bénéficier des différentes assistances. Mais à quel niveau? C'est au niveau où notre, par exemple, souveraineté ou notre niveau d'implication dans la chose nous est déjà dépassé. C'est dans le cadre où nous-mêmes nous fournissons les efforts pour faire appel à ces forces-là et non subir les dictats qui pourraient se décider dans des officines occidentales ou par rapport aux intérêts des autres États qui ne sont pas les intérêts congolais. Et à ce niveau, c'est de là que nous sommes en train d'interpeller la conscience non seulement de nos autorités, mais aussi d'une certaine autoprise en charge de la population congolaise, parce que nous ne resterons pas la risée du monde. Nous devons être un pays qui est assis sur des bases solides en termes d'organisation, en termes de planification et en termes de défense de notre pays. Parce que nous ne continuerons toujours pas à penser que ce sont les autres qui apporteront des solutions aux problèmes congolais. Et c'est à ce niveau-là, moi je pense que là, que tout se joue. Nous devons travailler sur la stabilité des institutions, sur la qualité de l'élite politique, mais aussi sur l'autoprise en charge de la population. Voilà. Parce qu'il en va de la souveraineté de chaque État, de se protéger, de protéger ses citoyens et de protéger ses intérêts. Peut-être c'est ce statu quo que vous venez de nous présenter. C'est un statu quo qui ne dit pas son nom, qui explique aussi toutes ces voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire la République démocratique du Congo, nous sommes en guerre. D'autres disent non, nous ne sommes pas en guerre parce que nous ne réagissons toujours pas. Alors Christophe, ces artistes, ces leaders d'opinion aujourd'hui qui sont visés par des... Bon, jusque-là, on ne parle pas d'inaction judiciaire, tenant compte du communiqué des ministres de la Justice, les ministres d'État. Mais Koffi Olomide est toujours visé parce que c'est vrai, ce sont des propos aujourd'hui qui font parler dans la chronique musicale, la chronique politique. Toute la société en parle aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, tenant compte aussi de cette position du ministre de la Justice par rapport à ça? Bon, moi, je pense d'abord que c'est une décision très sage parce qu'interpeller un artiste pour avoir émettre son point de vue, ça prouve et ça frise d'un certain recul démocratique parce qu'on est dans un pays où la liberté de penser, la liberté d'expression sont garanties et du coup, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce que seulement il a émettre un point de vue et qui n'est pas d'ailleurs susceptible d'une infraction parce qu'on le qualifie ni d'imputation dommageable, ni d'incitation à la révolte, et encore moins d'une infraction ou d'un outrage envers une quelconque autorité. Décourager les forces armées. Décourager, moi je pense que on pourrait aller encore plus loin pour définir cette infraction en termes de découragement ou de démoralisation des troupes. Mais dans les faits, ne pensez-vous pas que ça fait un tout petit peu? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés subir tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces éléments qui sont sur les lignes de front. Écoutez ce message, nous ne sommes pas en guerre, on nous gifle, mais on ne réagit pas. Mais ça fait démoraliser les troupes. Ce que Koffi a dit, au fait, c'est ce que beaucoup de Congolais disent à voix basse. Parce que vous comprendrez que ça fait 3 ans depuis que cette guerre a commencé, mais nous n'avons jamais récupéré une localité. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous approchez des agents des services de sécurité, ils vous disent bien entendu que le gouvernement, le commandant suprême ne nous a jamais donné l'ordre de combattre. Et ça, ce n'est pas à Koffi d'être interpellé parce que nous les avons suivis dans plusieurs médias. Lorsque vous vous connectez sur Twitter, l'actuel Xi, lorsque vous suivez dans des médias ou vous vous référez même aux journaux, dans des différents sites internet, vous verrez qu'il y a beaucoup de déclarations, même des officiels, par rapport à cette guerre et qui n'ont jamais été interpellés. Mais pourquoi lorsque c'est un citoyen, un artiste de surcroît avec toute sa renommée, qui en a marre effectivement de voir ses compatriotes, ses concitoyens continuer à souffrir dans des camps de déplacés, sous l'œil indifférent des autorités qui doivent absolument prendre les mesures nécessaires pour les protéger,
Et lorsqu'il émet un point de vue en disant que cette guerre, de la manière dont elle est en train d'être gérée, ça ne prouve à suffisance que nous sommes dans une guerre. Parce que dans une guerre, c'est au fait la conquête. La conquête, c'est-à-dire, il y a ceux qui vous envahissent et vous êtes dans une position où non seulement vous résistez à l'envahissement, mais vous avez aussi la possibilité d'aller reconquérir là où l'ennemi avait déjà tenté de récupérer. Mais avec la diplomatie, la politique et même la manipulation qu'il y a autour de la guerre, aujourd'hui, nous avons même du mal à définir les éléments du langage pour que nous ne puissions pas tomber effectivement dans ce genre on peut les qualifier d'incompréhension et qui pourrait par exemple être susceptible de certaines infractions, de faux bruits, de mobilisation de troupes, parce qu'en réalité le gouvernement n'a jamais défini une communication en temps de guerre pour permettre aux Congolais, voici ce que vous pouvez dire, voici ce que vous ne pouvez pas dire, parce que ceci converge effectivement avec le langage de l'armée pour que nous puissions aller de victoire en victoire. Mais jusque-là, le langage des politiques, le langage de la société civile, des militaires et même des citoyens lambda, c'est vraiment incompatible. Alors juridiquement, comment vous comprenez aussi cette position, ou disons cette clarification aussi du ministre de la Justice, parce que d'abord il y a une action, disons, il dit qu'il n'y a aucune action contre Koffi Olomide, une action judiciaire, mais c'est le procureur général près la cour de cassation qui invite Koffi Olomide. Bon, alors il y a une différence entre une invitation, une convocation, un mandat et tout ce qui va avec. Oui. Et pour Koffi Olomide, d'abord, ce n'était pas clair par rapport au message ou à l'appel du PG, parce qu'on l'avait demandé de se présenter et il aurait effectivement les faits pour lesquels il a été interpellé, séance tenante. Et juridiquement, parce que la procédure préjudicielle a toujours été secrète et du coup on ne peut pas communiquer ou mettre ça à la place publique. C'est après avoir épuisé toute cette procédure qu'on peut maintenant passer effectivement à la fixation en audience. Ça pourrait être maintenant une audience publique. Mais est-ce que Koffi avait été interpellé pour ce propos? Est-ce qu'il avait été interpellé pour d'autres antécédents? En tout cas, nous n'en savons pas. Mais juridiquement parlant, au vu de l'aura de Koffi Olomide aujourd'hui et la tension, surtout qu'il y a un grand soutien par rapport à ces propos, je ne sais pas si vous les lisez dans les médias, on craint que cela effectivement engendre de nouvelles tensions au pays et du coup on a dit nous pouvons d'abord surseoir cet appel et poursuivre avec les autres démarches et juridiquement c'est justifié parce qu'on ne peut pas interpeller des gens qui ont une grande notoriété, par exemple les cas même du cardinal Ambongo. Avec le cardinal étouffé. Et du coup ça alors, déjà, en parlant de la sécurité, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, il y a un autre point parce qu'aujourd'hui, on voit Paul Kagame toujours pointé du doigt comme étant les principaux acteurs de tout ce qui se passe, acteurs directs. Ce sont ces troupes qui sont déployées dans l'Est du pays pour faire toutes ces aventures. Kagame, encore une fois au pouvoir, il vient de briguer il va briguer maintenant son 4e mandat. Christophe Mouissa. Déjà là, 99,15%, même Staline n'a jamais obtenu ces pourcentages-là. Il faut dire qu'au Rwanda... Le peuple rwandais aime Kagame, il faut le dire. Il faut dire qu'au Rwanda, nous assistons à tout sauf aux élections. Les élections, en fait, c'est les challenges qu'il y a entre les protagonistes. C'est également l'égalité des chances qui sont accordées entre les ambitieux. C'est également la liberté de s'exprimer, la liberté de postuler selon les choix et de contredire ces challengers. C'est ça ce qu'on appelle élection démocratique, transparente et apaisée. Mais est-ce que ceux dont je venais d'expliquer ici sont au Rwanda? Question mark, ça fait aujourd'hui 30 ans les élections étaient apaisées. Que Kagame est au pouvoir. Il y avait un calme qui a régné Quand on parle dans tout des élections apaisées, on parle de tous les indicateurs y compris. Est-ce que l'OIF, par exemple, a déployé les observateurs? Est-ce qu'il y a eu des mécanismes d'autres pays pour venir les observateurs d'IFP pour venir observer? Malheureusement. Donc, moi, je dirais que ça a été un congrès du FPR au Rwanda. Et moi, je me dis, pour les Rwandais, comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui d'avoir un président qui va bientôt totaliser plus de 30 ans au pouvoir? C'est toute une génération qui ne connaît qu'un seul président, c'est Kagame, alors que nous sommes dans une... c'est pas le seul pays en Afrique. Dans un siècle c'est pas le seul pays. Il y a la démocratie, mais moi, là, je parle effectivement
de cette nouvelle génération aujourd'hui qui a besoin de se distinguer, et besoin de s'exprimer, et c'est le cas au Rwanda. les talents. La génération au Rwanda, ça au ne Rwanda, se voit pas. oui. Et même pour les institutions rwandaises, moi je me dis pourquoi on peut dépenser autant de moyens pour organiser des élections pour lesquelles vous savez déjà c'est lui qui va gagner. Donc ça a été juste une justification aux yeux du monde pour prouver qu'à Kagame il organise aussi des cycles électoraux, surtout qu'il torpille sa constitution comme il le veut. Et voilà, il a encore un nouveau mandat qui l'amènerait peut-être jusqu'en 2034. Oui. Il va briguer tous ses mandats jusqu'en 2034. Les mandats et lui-même l'avait dit, il peut servir son pays, oui, même 20 ans encore, 30 ans, il peut toujours servir le pays. Ce n'est plus alors la démocratie. Ne pensez-vous pas que c'est l'amour, l'amour de Kagame ce n'est pas question son d'amour. pays, Vous savez, mais aussi par son peuple. Tout ce qu'il a eu à réaliser au Rwanda aujourd'hui, le peuple lui est un tout petit peu reconnaissant. Dans la vie, c'est que j'ai toujours dit, on ne peut pas être puissant éternellement, on ne peut pas être manager éternellement, on ne peut pas être fort éternellement. Parce qu'il y a des conditions physiques, il y a des conditions psychologiques, il y a des démangeaisons qu'on peut avoir à force de travailler dur. Et pour Kagame, peut-être s'il se trouverait encore capable physiquement de travailler encore le plus longtemps possible pour son peuple, mais moi je pense qu'il le fait mal. Il le fait mal parce qu'il s'approprie de très mauvaises manœuvres, de très mauvaises stratégies, surtout en termes de musellement de l'opposition, en termes des tueries, des assassinats, des meurtres. Et à tout cela, il les maquille effectivement avec la victimisation de ce qu'a été le génocide au Rwanda. Et c'est tout ce qui les maintient là-bas. Parce qu'au Rwanda, il est en train de gérer avec beaucoup de terreur où les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Et du coup, lorsque vous voyez même vous allez dans un même bureau de vote, vous verrez que c'est contrôlé par l'AFP, l'ANR. Et même en quittant la maison, on connaît même les intentions. Même si on vote contre Kagame, voter pour ou contre Kagame, ça ne sera pas un secret. Dans tous les cas, c'est lui qui va distribuer les pourcentages qu'aura son opposant, c'est lui qui va distribuer. Et du coup, devant la face du monde, il dira, bon, qu'est-ce que vous voulez? Comment un président, même aux États-Unis, même en France, même dans un royaume où c'est une même famille qui gère, on ne peut pas quand même arriver à rafler. Mais dans tout ça, même une seule voix critique n'est observée. Même pas l'opposition, effectivement, ne s'était pas exprimé en disant effectivement nous voulons par exemple qu'il y ait le comptage manuel parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle le comptage électronique, oui. Et c'est là qu'il y a valu effectivement dans les résultats. Il n'y a pas de contestation donc. Il n'y a pas de contestation. Oui. Lorsque vous avez une élection où il n'y a pas de contestation, ça ne sera plus des élections. Parce que les contestations ne sont pas les faits seulement de commettre des actes de vandalisme. Oui. C'est aussi sur le plan de l'opinion médiatique. Les gens peuvent s'exprimer en disant que non, il y a des irrégularités, il y a eu quelque chose qui n'est pas allé, parce que dans tous les cas, il n'y a jamais eu de parfaites élections au monde. Alors on va terminer, Christophe, tenant compte de tous ces éléments que nous venons justement d'aborder, les élections au Rwanda. Nous sommes concernés aussi parce que Kagame reste l'acteur principal de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont ces troupes qui sont au Congo. Nous venons de parler aussi de ces voix critiques aujourd'hui par rapport à notre attitude vis-à-vis de cette agression. Les artistes qui s'expriment et voilà aujourd'hui invités par la justice. Donc il y a aussi quelques fois où ils sont aussi inquiétés, mais également la présence de la MONUSCO. Tous ces événements, Christophe, dans les jours à venir, ça peut représenter quoi? Moi, ce que je suis en train d'encourager, c'est que tout celui qui a une voix qui peut encore apporter la paix, la sécurité, que ce soit en RDC ou dans la sous-région, en tout cas, ne minimisons pas les petits efforts que nous fournissons. Les citoyens, les artistes et tout celui qui a une parcelle du pouvoir dans son domaine, il peut toujours jouer un rôle très important. Raison pour laquelle nous encourageons tout le monde. Mais pour le cas de Kagame, moi je pense que la jeunesse rwandaise doit se réveiller, qui ne se laisse pas tromper par des buildings qui ne sont que dans les centres-villes, alors que dans les villages au Rwanda, les gens souffrent extrêmement. Ils sont muselés, ils se retrouvent aujourd'hui dans une prison à ciel ouvert. Donc aujourd'hui, effectivement, la réorganisation de la sous-région pourrait nous permettre d'éjecter Kagame, en fait que cette région soit encore paisible, parce qu'avec autant de divisions, de séparations entre les communautés, des guerres meurtrières de part et d'autre, en tout cas, sont les méthodes utilisées par Kagame pour continuer à se victimiser dans la sous-région, et ce qui lui valut aujourd'hui effectivement une certaine réputation au niveau international. À tous les Congolais de nous réorganiser, parce que comme le Rwanda a investi sa sécurité en RDC, c'est à notre tour aujourd'hui de nous organiser davantage pour investir dans les sécurités au Rwanda, en fait que soit les deux pays entrent dans une phase de guerre,
définitive où le vainqueur aura à dominer sur l'autre, soit les uns vont se laisser être broyés et dominés, et du coup cela revient effectivement de la théorie dit plus fort de chacun de nous, soit au Rwanda, si nous allons continuer à nous maintenir dans une situation de domination rwandaise, ou soit on peut nous réorganiser davantage autour de notre armée pour imposer effectivement cette sécurité au Rwanda et voir dans quelle mesure nous pouvons aujourd'hui nous prendre en charge comme État et imposer notre souveraineté et instaurer l'autorité de l'État partout. Donc, bref, on peut espérer dans les jours à venir. Le fait d'espérer, effectivement, dépendra de la manière dont nous nous planifions et dont nous nous organisons. Parce qu'il y aura toujours des plans à court terme, à moyen terme et à long terme. Moi, j'aurais voulu que nous puissions beaucoup plus traverser le long terme parce que des solutions à court terme sont les plus souvent éphémères. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, ça continue dans les commentaires avec vous. Vous pouvez aussi donner votre point de vue. Que vous inspire justement tous ces événements? La MONUSCO, une fois de plus déployée à Béni, elle est en plein retrait progressif, mais elle se déploie toujours. Les voix qui s'élèvent, les voix critiques par rapport à l'attitude des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes agressés, mais nous, on ne fait rien. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Mais également, l'élection au Rwanda. On a 9,15%. C'est déjà jamais vu. Comme je le disais, même en Russie, même à l'époque de l'IRCS, Lénine, tout ça, ça n'a jamais existé. Donc, vous pouvez aussi commenter tout ça tout en s'abonnant activement si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche des notifications parce que là, vous pouvez suivre ou disons recevoir toutes nos productions en temps réel. Et c'est comme ça que vous serez toujours accompagné par Guerre Afrique Télévision. On se retrouve prochainement avec les mêmes et réels plaisirs.